Je m'appelle Alexa Martin-Story. Je suis une professeure en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et je suis une chaire de recherche du Canada dans le domaine de le stigma et le développement psychosocial. Et ce que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, c'est les relations amoureuses pendant la transition vers l'âge adulte, surtout chez les populations minorités sexuelles et minorités de genre. Et on va parler un peu de ce que je veux dire lorsque j'utilise ces termes un peu plus tard. Et donc, on va parler à propos de ces relations comme un contexte de résilience ainsi qu'un contexte de risque. Donc, merci beaucoup pour tout le monde d'être ici aujourd'hui. Comme introduction, je vais parler un peu à propos des définitions, surtout à propos de qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle à propos de minorité sexuelle ou minorité de genre. Ensuite, je vais parler un peu à propos des prévalences de ces populations ici à Québec et plus généralement lorsqu'on parle à propos de la transition vers l'âge adulte. On va parler un peu à propos du contexte écologique des jeunes issus des minorités sexuelles et des minorités de genre, parce que vraiment, pour comprendre les relations amoureuses pour ces jeunes-là, c'est très important de comprendre le contexte écologique plus large dans lequel ces jeunes passent leur adolescence et cette transition. Ensuite, on va parler plus spécifiquement à propos des relations amoureuses comme contexte de résilience ainsi que contexte de risque. On va parler ensuite à propos des obstacles à l'utilisation des services, lorsqu'on parle spécifiquement à propos de besoins d'aide pour la violence dans les fréquentations pour ces jeunes. Et ensuite, je vais terminer avec quelques recommandations pour la pratique. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant? OK, on y va. Donc, en commençant, je vais parler un peu de ce que je veux dire lorsque je parle à propos des minorités sexuelles. Et les minorités sexuelles, c'est un grand terme de parapluie qui englobe plusieurs différents éléments. Les trois éléments principaux, les trois éléments qui se regroupent autour de qu'est-ce qui est une minorité sexuelle ou non, c'est l'identité, les comportements romantiques et sexuels, ainsi que les attirances. Donc, les personnes vont être considérées comme étant une minorité sexuelle s'ils ont une identité hors que hétérosexuelle, s'ils reportent des attirances romantiques ou asexuelles envers des personnes du même sexe ou du même genre, ou qu'ils rapportent des comportements sexuels ou romantiques envers les personnes du même sexe ou même genre. Et évidemment, ça, c'est trois grands termes. Et fondamental à chacun de ces termes, c'est les relations amoureuses. Donc, pour moi, une des choses qui motive beaucoup mon travail dans ce domaine et que je pense doit souligner toute notre compréhension de lorsqu'on parle à propos des relations amoureuses, surtout chez les populations minorités sexuelles, c'est que c'est les personnes avec qui ils veulent avoir des relations amoureuses et sexuelles définissent cet élément de leur identité. Donc, c'est vraiment central pour comprendre cette population. Et lorsqu'on est dans l'adolescence et lorsqu'on est en train de faire la transition vers l'âge adulte, même si on pense qu'il y a certainement un niveau de cohérence entre ces trois éléments, mais surtout chez les adolescents, ces différents aspects, les comportements, les attirances et les identités, développent de manières un peu différentes à des moments différents. Donc, par exemple, ça, c'est les données d'une échantillon montréalaise où ils ont demandé un grand échantillon de jeunes à propos de leur identité, leurs attirances, ainsi que leur comportement sexuel. Ils ont trouvé qu'une minorité s'identifiait comme minorité sexuelle rapportait des attirances envers les personnes du même sexe ou genre ou envers les personnes des mêmes sexes et des mêmes genres et les personnes des autres sexes et des autres genres et qui rapportaient des comportements sexuels. Donc, une des choses qui est toujours importante de garder en tête, c'est que dépendant de la question qu'on demande, dépendamment de le type de service qu'on offre et dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve, les comportements, les identités et les attirances vont tous être importants et peuvent tous identifier les personnes comme étant une partie de cette idée de minorité sexuelle. Cependant, une des choses qu'on va souligner fréquemment, c'est l'importance de l'identité. Parce que lorsqu'on parle à propos de la communauté LGBT ou lorsqu'on parle à propos des jeunes qui s'auto-identifient, ça va être un important marqueur de les jeunes minorités sexuelles.
Une des choses qui est vraiment formidable lorsqu'on travaille avec des populations adolescentes et en transition vers l'âge adulte, c'est que maintenant on est vraiment dans une renaissance et un grand croisement dans les types d'étiquettes que les jeunes vont utiliser. Et comme chercheur, c'est formidable et c'est aussi frustrant parce que de plus en plus, les jeunes ont les identités très spécifiques à eux. Et ça présente lorsqu'on est plutôt dans le domaine quantitatif comme moi, ça présente quelques défis, mais c'est fantastique de voir les jeunes vraiment se définir de beaucoup de façons assez diverses. On peut parler à propos des identités traditionnelles, donc les identités gays, lesbiennes ou bisexuelles. Avec les identités gays, par exemple, ça c'est une identité qui est typiquement prise par des hommes qui indique une attirance plutôt vers les hommes, des fois en incluant des personnes des autres genres, mais surtout vers les hommes. Lesbiennes, c'est surtout des femmes qui ont des attirances surtout vers des autres femmes, mais encore il y a la variabilité. Et puis bisexualité, c'est les personnes qui ont les attirances envers les hommes ainsi que les femmes, ainsi que les personnes des autres genres. De plus en plus, par contre, les jeunes vont s'identifier avec ce que j'appelle des nouvelles identités. Et ça va être des identités comme queer, pansexuel, demisexuel, asexuel, principalement hétérosexuel. Plusieurs d'entre ces identités comportent les attirances qui rejettent l'idée de la binarité du genre. Donc, c'est les personnes qui sont attirées à des autres personnes, pas selon s'ils sont hommes ou femmes ou non-binaires, mais sur l'idée qu'ils sont attirés à les qualités de la personne hors que de ce qui est séparé par la binarité de genre. Demisexuels sont des jeunes qui rapportent des attirances, mais surtout dans le contexte des relations amoureuses ou émotionnelles. Donc, c'est des personnes avec qui les relations amoureuses sont une préalable pour l'attirance. Les personnes asexuelles sont des personnes qui ne s'intéressent pas nécessairement ou dans les relations, les attirances romantiques ou sexuelles, ou des fois seulement sexuelles ou seulement romantiques. Et puis, principalement hétérosexuels sont les gens qui vont se définir généralement comme être attirés vers l'autre sexe, mais des fois on rapporte des attirances vers le même sexe. Donc, ça, c'est juste quelques-uns de ces termes. Et une des choses que je pense qui est importante, que je veux souligner maintenant, mais aussi au fin de la présentation, c'est que lorsqu'on rencontre un jeune, et cette jeune vous identifie leur étiquette, c'est très possible que cette jeune va avoir une compréhension très différente que moi ou que toi de cette étiquette. Donc, c'est toujours important de demander, mais qu'est-ce que cette étiquette veut dire pour vous? Parce que, par exemple, va y avoir des personnes qui vont avoir une idée très spécifique à propos de ce que ça veut dire bisexuel, qui va être assez différent de quelqu'un d'autre qui utilise la même étiquette. Donc, ça, c'est une des choses qui est très intéressante, c'est qu'on voit cette diversité. Il y a aussi des identités culturelles spécifiques. Ici, à Québec, nous avons l'idée allosexuelle, qui est un peu associée à cette idée de l'attirance hors de la binarité du genre. Il y a aussi le terme bispirituel, ça c'est un terme pan-autochtone qui est utilisé pour décrire la diversité d'identités de genre et d'identités sexuelles chez les différentes communautés autochtones nord-américaines. Encore, ce terme-là est réservé spécifiquement pour les personnes autochtones et aussi va dire quelque chose de différent dépendamment de la communauté dans laquelle c'est utilisé parce que le contexte culturel va être très différent selon l'individu. On peut aussi diviser les identités entre les identités monosexuelles, donc les personnes qui sont primairement attirées à les personnes d'un genre, comparées à les identités bisexuelles, donc les personnes qui sont attirées à deux ou plusieurs genres. Et donc, ça, lorsqu'on parle à propos de la violence en couple, ça retourne parce qu'on peut parler à propos des différents niveaux de vulnérabilité selon les identités plus monosexuelles ou bisexuelles. Donc maintenant, j'ai parlé à propos les identités minorités sexuelles. Je vais maintenant parler un peu à propos des identités minorités de genre. Et ça, c'est une idée qui est associée, mais quasiment un peu différente. Donc, lorsqu'on parle à propos des identités de genre, c'est important de distinguer entre le sexe et le genre.
Le sexe, c'est une façon de comprendre les différentes caractéristiques biologiques au niveau des chromosomes, l'expression des gènes, au niveau des fonctionnements de hormones, et généralement se classifie comme dans une binaire. Par contre, le genre, c'est la perception et l'expression des rôles, comportements et caractéristiques liées à le fait d'être un homme, une femme ou une personne avec une identité hors de homme ou femme. Et c'est associé avec la diversité des genres. Donc, lorsqu'on parle à propos de genre, c'est beaucoup plus l'identité que quelqu'un a lui-même. Le sexe est beaucoup plus associé avec l'expression des chromosomes. Et même dans le sexe, comme dans le genre, il y a beaucoup de diversité, mais on va parler beaucoup plus à propos de la plus grande diversité lorsqu'on parle à propos de genre. Lorsque j'utilise le terme cisgenre, ça c'est une personne pour qui le sexe qui était assigné à la naissance est le même que le genre avec lequel cette personne s'identifie maintenant. Donc, par exemple, moi, j'étais identifiée comme une fille à la naissance et maintenant, j'identifie comme femme. Je suis une personne cisgenre. Une personne transgenre, c'est un individu pour lequel le sexe et l'identité de genre, le sexe assigné à la naissance et le genre, l'identité de genre maintenant ne concordent pas, donc sont différents. Donc, ça, c'est, lorsqu'on utilise le terme cisgenre, c'est juste un terme pour décrire les personnes qui n'est pas transgenres, les personnes qui n'est pas transgenres, parce qu'évidemment, ça, c'est un peu lourd comme terme. Donc, lorsqu'on utilise le terme minorité de genre, encore, ça, c'est un peu un concept parapluie. Ça inclut les individus transgenres, ça peut aussi inclure les personnes intersexuées. Par contre, toute la recherche que je vais discuter aujourd'hui va être sur les populations transgenres. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur les populations intersexuées selon leur relation romantique. Lorsqu'on parle à propos des différents types d'identités de genre transgenres, on peut parler à propos des identités de genre binaires. Donc, ça, c'est un homme trans, une femme trans, un homme cis, une femme cis. Et les personnes avec ces types d'identités ont une tendance d'utiliser les pronoms traditionnels qui indiquent leur identité de genre, comme il ou elle. On peut aussi parler à propos des personnes avec des identités non binaires. Et ça, c'est les personnes qui ont les identités de genre hors de cette binaire. Donc, par exemple, non-genré, genre fluide, pangenre. Et les personnes avec les identités non-binaires, des fois vont utiliser les pronoms comme il ou elle, mais des fois vont aussi utiliser les pronoms plus spécifiques comme yel, ou comme par exemple le nous ou le on singulier. Donc ça c'est, et des fois il y a les personnes binaires qui vont aussi utiliser ces types de pronoms, mais c'est beaucoup plus commun chez les populations non binaires. Donc, lorsqu'on parle à propos des personnes transgenres, les personnes transgenres et les personnes qui appartiennent à les minorités de genre peuvent avoir ou souhaitent de subir plusieurs traitements médicaux afin d'affirmer leur genre. Donc, ça peut être les traitements hormonaux, ça peut être les chirurgies pour les caractéristiques de sexe primaire, ça peut être les chirurgies pour les caractéristiques, ça c'est un mot difficile pour moi, secondaires, mais lorsqu'on n'est pas dans une situation médicale et spécifique, comme on est un médecin qui doit voir comment peut-être un régime hormonal va interagir avec un médicament, c'est généralement considéré comme étant assez impoli de demander à quelqu'un à propos de leur parcours médical parce que c'est une question assez personnelle. Donc, or que c'est comme vraiment nécessaire à un niveau médical, c'est généralement une bonne idée de laisser les personnes vous donner l'information qu'ils croient que vous avez besoin. Donc, dans les contextes nord-américains, l'identité de genre et les identités sexuelles fait référence à des concepts qui sont différents. Et ça, c'est important parce que même si on a une tendance de mettre tout le monde ensemble avec l'idée de comme la communauté LGBTQ, et ça, c'est vraiment deux construits qui sont assez différents. Donc, l'identité sexuelle parle à l'identité en lien avec votre attirance. L'identité de genre, c'est comment l'individu voit sa propre genre. Tout le monde a une identité sexuelle et une identité de genre, et ils sont séparés dans notre contexte culturel.
Par contre, une des choses qui est aussi importante de noter, c'est que lorsqu'on parle à propos des personnes issues d'une minorité de genre, ils sont plus probables que les personnes issues des populations cisgenres de rapporter une identité minorité sexuelle. Et les personnes qui appartiennent, mais c'est aussi important de comprendre que beaucoup de personnes à minorité de genre, beaucoup de personnes transgenres, ont une identité sexuelle hétérosexuelle. Avec les minorités sexuelles, on voit un peu plus de flexibilité au niveau des présentations de genre, mais au même moment, beaucoup des personnes à minorité sexuelle ont une présentation et une identité de genre très binaire et ne sont pas nécessairement détectables par cette caractéristique. Donc, c'est important de garder en tête que ça, c'est vraiment deux construits qui sont différents. Finalement, juste pour parler un peu à propos de la prévalence, pour ceux et celles d'entre vous qui travaillent avec des populations dans la transition vers l'âge adulte, une des choses que vous avez notées, c'est que de plus en plus, les jeunes rapportent avoir des identités minorités sexuelles et minorités de genre. Donc, c'est une population qui est assez grande et c'est une population qui notre recherche nous indique est toujours en train d'augmenter. Et dans cette enquête, à peu près 6% des personnes s'identifient comme principalement hétérosexuelles, 3% s'identifient comme bisexuelles et 2% s'identifient comme gays ou lesbiennes. Et évidemment, ça, c'est pas beaucoup d'options. Donc, il y a beaucoup d'autres options qu'on pourrait demander à les gens. Donc, on ne sait pas si les personnes avec les autres identités ont peut-être modifié leur identité ou ont peut-être continué avec leur survol. Et lorsqu'on parle à propos des personnes avec les identités transgenres, ça c'est un peu plus. Il n'y a pas beaucoup de bonnes données populationnelles au niveau québécois sur cette question-là. Généralement, dans la population générale, à peu près 1% des personnes s'identifient comme une minorité de genre. Et lorsqu'on regarde le tranche d'âge entre la transition vers l'âge adulte, c'est presque 1%. Donc, si on connaît 100 personnes, 200 personnes, probablement c'est au moins une personne qui est une minorité de genre. Mais une des choses qu'on va savoir, c'est beaucoup comme les identités sexuelles. Fréquemment, on va savoir quelqu'un comme ça et on va avoir aucune idée. Donc, point à retenir. Donc, juste pour faire un petit wrap-up de cette première section, les jeunes et les jeunes adultes découvrent de plus en plus des nouvelles façons de décrire leurs identités. Donc, beaucoup de jeunes vont continuer de s'identifier avec les étiquettes comme bisexuels ou lesbiennes ou gays, mais on voit aussi beaucoup d'autres étiquettes qui deviennent de plus en plus populaires. L'autre chose, c'est que pendant cette période, c'est très typique que les jeunes vont changer l'identité avec laquelle ils se autodécrivent. Donc, c'est normal et pas nécessairement associé avec une compréhension d'identitaire problématique. Si, lorsqu'on fait cette transition vers l'âge adulte, les jeunes apprennent à propos des nouvelles identités, essaient des nouvelles étiquettes pour vraiment décrire leur situation spécifique. Basé sur le fait que ce qu'une étiquette veut dire dans un contexte va dire quelque chose dans un autre contexte, c'est toujours une bonne idée si quelqu'un s'identifie très fortement avec une identité, demander à propos des précisions de qu'est-ce que cette identité veut dire pour eux peuvent être importants et intéressants. Et utiliser les pronoms préférés d'une personne et ne pas formuler les hypothèses sur l'identité sexuelle va être quelque chose qui va aider à réchauffer les relations entre les personnes parce que personne aime l'impression qu'il était déjà mis dans une boîte avant être capable de divulguer à propos de leur propre expérience. Donc, ça c'est mon grande introduction pour que tous les termes que je vais utiliser pour le reste de la présentation va être cohérente. Donc, lorsqu'on parle à propos des minorités sexuelles et des minorités de genre, une des raisons pour lesquelles c'est très important de les discuter, c'est que nous sachons que cette population vit plus de difficultés au niveau de le plan santé mentale et aussi en lien avec le plan académique. Et une des raisons, et les plus grandes raisons pour ça qui est proposée dans plusieurs modèles théoriques, c'est le rôle de la stigma en lien avec les identités sexuelles et les identités de genre. Donc, une identité stigmatisée, c'est une identité qui est dévalorisée
Et les personnes avec ces types d'identité, avec une identité dévalorisée, et évidemment, il y a beaucoup d'autres types d'identités qui sont dévalorisées hors des identités minorités sexuelles et minorités de genre, mais ça, c'est ce que je discute aujourd'hui, vont recevoir plus de mauvais traitements au niveau interpersonnel et aussi au niveau institutionnel. Et comme conséquence, ces types d'expériences vont avoir des conséquences directes, mais ils vont aussi avoir des conséquences au niveau de comment la personne s'auto-perçoit. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est l'internalisation de ces expériences négatives. Et il y a beaucoup d'évidence que même si nous vivons dans un contexte qui est beaucoup plus accueillant envers les minorités sexuelles et les minorités de genre, ces jeunes vivent encore plusieurs situations difficiles. Par exemple, nous sachons que les jeunes minorités sexuelles vivent toujours les taux de victimisation plus élevés lorsqu'ils sont en commençant en enfance et jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. Il y a des taux plus élevés de rejet parental, il y a les taux plus élevés d'itinérance, il y a les taux plus élevés de maltraitance pendant l'enfance. Il y a une plus grande probabilité de punition par les enseignants dans les et des autres éducateurs. Et c'est une population qui vit plus de violences sexuelles. Donc, comme nous pouvons voir que même s'il y a beaucoup de progrès, on voit toujours que ces contextes écologiques apportent beaucoup de risques à ces populations. Et encore, on voit ce problème encore à Québec plus spécifiquement. Lorsqu'on demande à les jeunes à minorité sexuelle, la majorité ont rapporté la victimisation. Lorsqu'on parle à propos les jeunes à minorité de genre, la majorité rapporte de victimisation par leur père et la majorité rapporte la victimisation aussi par leurs parents. Et lorsqu'on parle à propos de l'homophobie, on observe que la majorité des jeunes minorités sexuelles rapportent toujours avoir vécu un incident homophobe pendant les dernières 6 ou 8 mois dans les écoles à Québec. Donc, ça nous montre que c'est important de considérer ce contexte écologique où il y a beaucoup de défis pour ces jeunes. L'autre chose, c'est que, et ça c'est important de considérer lorsqu'on parle à propos de la transition vers l'âge adulte, parce que c'est aux mêmes fois que les jeunes vivent ces défis, c'est aussi une période très importante dans le développement de l'identité. Donc, lorsqu'on parle à propos des minorités sexuelles, la majorité de ce développement, cette auto-identification, commence au fin de l'adolescence et au début de la transition vers l'âge adulte. Donc, ça reflète une période importante pour les expériences sexuelles, pour le développement de l'identité et pour le développement de l'identité de genre. Donc, ces deux processus se passent à peu près en même temps. Et ça, c'est très important parce que qu'est-ce qui est l'autre chose qui développe pendant cette période? C'est les relations amoureuses. Donc, maintenant, je vais parler un peu généralement du développement des relations amoureuses pendant la transition vers l'âge adulte pour un peu nous situer pour parler à propos de les risques et résilience chez les populations minorités sexuelles et les minorités de genre. Donc, lorsqu'on parle à propos de la transition vers l'âge adulte, une des grandes choses qui différencie cette période de l'adolescence, c'est le développement des relations amoureuses. Évidemment, les jeunes commencent à développer les attirances romantiques et sexuelles envers des autres personnes pendant l'adolescence, mais pendant cette transition vers l'âge adulte, ça c'est où les relations amoureuses commencent à devenir de plus en plus importantes et de plus en plus sérieuses. Donc, on sait que pendant cette période, les relations amoureuses deviennent plus stables et deviennent plus engagées. Lorsqu'on parle à propos de l'idée de l'attachement, notre figure primaire d'attachement pendant cette période va changer de nos parents à notre partenaire amoureuse. Et lorsqu'on regarde ce que les jeunes cherchent dans les relations dans cette période, cette transition d'être les caractéristiques plutôt superficielles vers les caractéristiques comme les partages de valeurs et avoir des activités et des croyances en commun. Donc, c'est vraiment une période où les relations amoureuses deviennent plus importantes et plus sérieuses. C'est pendant cette période que de plus en plus de jeunes
vont être dans les relations amoureuses, que ces relations vont être plus longues et aussi que les personnes vont être plus probables à cohabiter avec leur conjoint. Donc, évidemment, comme vous savez très bien, on voit une grande divergence dans les personnes et dans peut-être tous les éléments de leur vie lorsqu'on parle à propos de cette transition. Donc, évidemment, il va y avoir des personnes qui vont commencer à avoir des relations sérieuses amoureuses lorsqu'ils sont 15. Ils vont avoir des personnes qui ne vont pas avoir des relations sérieuses amoureuses jusqu'à l'âge adulte ou même après ça. Mais d'une façon générale, c'est vraiment dans cette période où typiquement on voit une intensification de ces relations. Et lorsqu'on parle, mais même si on pense que les relations deviennent plus sérieuses et plus importantes dans cette période, c'est possible d'identifier plusieurs facteurs qui vont être associés avec avoir une meilleure qualité de relation pendant cette période. Donc, ce n'est pas comme les choses que les jeunes apprennent pendant l'enfance et l'adolescence vont être des capacités qui vont apporter à ces relations. Et par exemple, lorsqu'on parle à propos de qu'est-ce qui va apporter les jeunes à avoir des relations saines et chaleureuses, ça va avoir des facteurs qui vont être associés avec leurs relations sociales avant cette période. Donc, avoir des bonnes relations supportives et chaleureuses des parents, avoir des bonnes relations en soutien et pas en victimisation avec les pères, ça va être associé avec avoir une meilleure qualité de relations amoureuses lorsqu'on est en train de faire cette transition. Et donc, juste pour faire un petit récapitulatif, lorsqu'on parle à propos de la transition vers l'âge adulte, ça c'est une période où les relations deviennent plus importantes, mais les choses qui vont être associées avec le succès de ces relations sont les choses qu'on peut voir pendant l'adolescence et même pendant l'enfance. Donc, une des choses qu'on doit considérer, c'est que les jeunes apprennent les outils qu'ils peuvent utiliser pour bien mener les relations amoureuses pendant cette période dans les périodes précédentes et basées sur leurs expériences sociales dans les autres contextes. Nous sommes bons pour maintenant? Je ne vais pas trop vite? Ah, super. OK. Donc, nous avons parlé un peu à propos des jeunes minorités sexuelles. Nous avons parlé un peu à propos de leur contexte écologique. Nous avons aussi parlé à propos des contextes écologiques qui sont associés avec avoir des relations amoureuses saines et chaleureuses. Et donc, maintenant, nous allons parler à propos des relations amoureuses pour les jeunes minorités sexuelles et les minorités de genre, premièrement comme un contexte de résilience. Donc, lorsqu'on parle, et une des choses que lorsque je parle à propos de la résilience, presque toute la recherche que je vais présenter va être spécifiquement sur les adolescents et les jeunes adultes minorités sexuelles. Malheureusement, il n'y a pas une grande littérature sur la résilience en les relations amoureuses pour les minorités de genre. Donc, maintenant, je vais parler un peu plus à propos des minorités de genre un peu plus tard, mais juste pour souligner que ça, c'est vraiment une section où je ne suis pas capable de parler à propos de la recherche qui n'existe pas. Donc, comme j'avais dit au début de la présentation, les relations amoureuses et l'intérêt d'avoir avec qui on veut avoir ces relations amoureuses, c'est assez essentiel pour les identités minorités sexuelles. Et plus généralement, même si on sache que le contexte écologique des jeunes minorités sexuelles présente plusieurs défis, une des choses qui est le plus important lorsqu'on veut comprendre pourquoi la majorité des jeunes minorités sexuelles n'ont pas des troubles de santé mentale, sont capables de transitionner vers l'âge adulte d'une façon assez facile, c'est parce qu'on sait qu'il y a aussi des importants facteurs de protection. Et peut-être un des facteurs de protection le plus important, c'est le soutien social. Donc, lorsqu'on parle à propos des les relations amoureuses comme contexte de résilience, c'est très important de penser que ces types de relations peuvent apporter un important contexte pour le soutien social pour ces jeunes. Lorsque les jeunes minorités sexuelles et les jeunes adultes minorités sexuelles sont dans les relations amoureuses, une des choses qu'on sache, c'est que ces types de relations
apporte de soutien ou ça peut diminuer l'impact de la discrimination et de le rejet et ça peut augmenter et ça peut agir comme une source de protection contre la discrimination vécue en situation familiale. Donc, généralement, lorsqu'on regarde, il n'y a pas une grande littérature sur ça, mais lorsqu'on regarde les jeunes minorités sexuelles qui sont en couple comparé à ceux et celles qui ne sont pas en couple, une des choses qu'on note, c'est que généralement, ceux et celles qui sont en couple montrent plus de résilience. Donc, il y a les plus faibles taux de consommation de drogue chez les jeunes adultes qui sont en couple. Il y a moins de détresse chez certains jeunes adultes lorsqu'ils sont en couple. Et il y a les niveaux plus élevés d'estime de soi et des niveaux d'homophobie intériorisés plus faibles chez les jeunes qui sont en couple. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui sont apportés à ces jeunes par être en couple. Et beaucoup comme les relations amoureuses en général, les facteurs qui sont associés avec avoir une meilleure qualité de relations amoureuses chez les minorités sexuelles, c'est très similaire que les facteurs protectrices qu'on voit dans la population générale. Donc, lorsqu'on parle à propos des relations avec les parents, avoir un plus bon attachement avec les parents, c'est associé avec un commencement de fréquentation plus tardive. Généralement, dans la littérature, commencer les fréquentations plus tôt, c'est considéré comme un facteur de risque. Donc, lorsqu'on est un peu plus âgé, on est un peu plus mature, c'est considéré comme une meilleure lorsqu'on commence les fréquentations. L'acceptation parentale est associée avec une meilleure qualité des relations amoureuses entre les jeunes minorités sexuelles. Donc, ça soutient l'idée que ce que les jeunes apprennent de leurs relations familiales sont des qualités qu'ils peuvent importer et appliquer dans leurs relations amoureuses. L'attachement avec des pairs, c'est associé avec des relations plus longues chez les jeunes minorités sexuelles. Donc, évidemment, plus longues peuvent être un indice de qualité ou vivre des ruptures fréquentes et spécifiques, ce n'est pas nécessairement mauvais, évidemment, de vivre des ruptures pendant l'adolescence, mais avoir des relations plus stables peuvent être associées avec un plus grand niveau de soutien. Et le soutien social, donc lorsque les gens ont un sentiment de soutien de leur communauté, de leur famille, ça c'est généralement associé avec une meilleure qualité de relations amoureuses chez les minorités sexuelles, beaucoup comme dans les populations hétérosexuelles. Donc, juste pour souligner cette idée, lorsqu'on parle à propos des relations amoureuses chez les minorités sexuelles, ces relations peuvent servir comme une source importante de soutien chez cette population. Être dans une relation est associé avec des niveaux plus bas de plusieurs comportements qui sont mauvais pour le sentiment et avec plusieurs facteurs positifs. Et beaucoup comme nous pouvons comprendre les relations amoureuses des jeunes adultes généralement, comme être quelque chose qui arrive dans un contexte plus large, on peut dire la même chose à propos des relations amoureuses chez les populations minorités sexuelles. Donc, maintenant, nous avons parlé un peu à propos de la résilience. Je vais maintenant brièvement discuter les relations amoureuses comme contexte de risque pour les jeunes minorités sexuelles et les minorités de genre. Donc, évidemment, là, nous avons parlé un peu à propos des facteurs qui sont associés avec les plus mauvaises relations amoureuses pendant la transition vers l'âge adulte. Et une des choses qui est importante de noter, c'est que beaucoup de ces facteurs, beaucoup de cette qualité, c'est influencé par le contexte environnemental de le jeune. Et comme nous avons aussi discuté, les jeunes minorités sexuelles vivent fréquemment dans les contextes écologiques avec plus de défis que leurs collègues hétérosexuels. Et lorsqu'on veut savoir quels sont les facteurs qui sont associés avec des moins bonnes qualités de relations avec cette population, on peut noter qu'il y a des recherches qui démontrent qu'il y a une association entre vivre plus de discrimination et avoir une moins bonne qualité de relations amoureuses, d'avoir plus d'homophobie internalisée va être associé avec une les moins bonnes qualités
de relations amoureuses. Et puis, vivre dans des contextes avec plus de discrimination structurelle contre les minorités sexuelles va aussi être associé avec une moins bonne qualité de relation. Donc, lorsqu'il y a moins de lois qui soutiennent l'égalité des minorités sexuelles, lorsqu'on regarde généralement dans les études très larges, on observe que moins de protection et plus de discrimination structurelle va être associée avec des moins bonnes qualités. Et plus spécifiquement, de plus en plus dans la littérature, lorsqu'on regarde et lorsqu'on discute les conséquences de ces facteurs sur la qualité des relations, nous parlons spécifiquement à propos de la violence dans les fréquentations. Donc, la violence dans les fréquentations, c'est la perpétration ou menace d'actes de violence dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc, ça peut être psychologique ou émotionnel. Donc, ça, c'est quand le victime se sent blessé au niveau de ses émotions, au niveau de ses concepts de soi. On peut parler à propos de la violence relationnelle. Ça, c'est quand le perpétrateur essaie de blesser les relations sociales que la victime a avec des autres personnes. Ça peut être verbal, donc ça, c'est lorsque la forme dans laquelle la victimisation prend, c'est à l'oral, c'est physique, évidemment, ça, c'est la violence physique ou avec des menaces. Et puis, on peut aussi parler à propos de la violence sexuelle. Donc, ça, c'est le contact sexuel non voulu entre les partenaires. Lorsqu'on peut parler à propos de violence amoureuse ou violence dans les fréquentations comparée à violence conjugale, évidemment, pendant cette période de temps, les gens vont être, au cours de la vie, les gens vont être dans plusieurs différents types de relations. Mais lorsqu'on est dans la transition vers l'âge adulte, il y a beaucoup de situations où les gens ne vivent pas ensemble, mais ils se fréquentent, mais il y a toujours il va y avoir des violences. Donc, ça ne doit pas nécessairement être quelqu'un avec qui vous vivez pour être la violence qui est importante et peut avoir des conséquences. Donc, c'est pour cette raison que je vais utiliser le terme violence dans les fréquentations au lieu de peut-être violence conjugale, juste parce que ça nous ouvre une plus grande diversité de types de relations amoureuses qui se voient pendant cette période. Une des choses qui est aussi importante lorsqu'on parle à propos des définitions, c'est que les gens vont parler plus spécifiquement à propos des types de victimisation qui vont être plus spécifiques à les minorités sexuelles et aussi les minorités de genre. Donc, ça va être les types de victimisation qui se voient beaucoup moins au sein des populations hétérosexuelles ou cisgenres. Une de ces choses, c'est la divulgation non consensuelle de l'identité sexuelle ou de genre d'une partenaire. Donc, ça, c'est lorsque quelqu'un divulgue ou menace à divulguer l'identité sexuelle ou l'identité de genre de leur partenaire à les personnes qui ne sont pas au courant. Et ça peut avoir des conséquences assez graves où les personnes sont dans une situation où, par exemple, ils ont peur qu'ils vont vivre la discrimination à le travail ou à l'école ou au sein de leur famille. Et ça c'est un type de violence qu'on voit spécifiquement chez les minorités sexuelles. On peut aussi parler à propos d'une dégradation de l'identité ou de sexuelle ou de genre. Évidemment, ça c'est plus commun lorsque, par exemple, on a deux personnes de deux identités sexuelles différentes dans une relation amoureuse. Par exemple, un exemple très fréquent, c'est que lorsqu'on a une personne qui est gay ou lesbienne et une personne qui est bisexuelle, fréquemment les personnes bisexuelles vont rapporter beaucoup de dégradation de leur identité bisexuelle dans cette relation. C'est aussi quelque chose qui se voit lorsqu'on a une personne qui est cisgenre et une personne qui est transgenre dans la même relation. On peut aussi parler à propos d'isoler un partenaire des autres membres de la communauté minorité sexuelle ou minorité de genre. Évidemment, lorsqu'on parle à propos de la violence en fréquentation générale, cette isolation, cette violence relationnelle, c'est commun. C'est un type de violence commune, mais c'est important de noter que spécifiquement dans les cas, lorsqu'on parle à propos des violences de fréquentation chez ces populations, ça peut être de l'isolation des communautés spécifiques au lieu de juste comme une isolation plus générale.
Donc, une des choses qu'on observe, c'est que dès l'adolescence et continuant vers l'âge adulte, nous observons des taux plus élevés de violence en fréquentation chez les minorités sexuelles comparés à les hétérosexuels. Mais on aussi observe beaucoup, donc ça c'est les données d'un État. Je ne veux pas aller barre par barre, ça c'est peut-être moins intéressant pour vous autres, mais une des choses qu'on va noter dans cette situation, c'est qu'il y a une vulnérabilité plus large en général, mais la nature de cette variabilité va être différente selon les différentes identités et les différents patrons de partenaires sexuels. Généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, les gens qui ont les identités bisexuelles, donc bisexuels, queer, pansexuels, etc., vont être plus probables à rapporter des violences en fréquentation comparé à les personnes avec les identités plus monosexuelles, donc hétérosexuelles, gays ou lesbiennes. Et généralement, les personnes qui rapportent avoir des relations amoureuses et sexuelles avec deux ou plusieurs genres vont rapporter plus de violence que les personnes qui rapportent seulement les relations avec une seule genre. Donc, ça, c'est généralement ce qu'on observe lorsqu'on regarde la vulnérabilité à la violence, mais on voit beaucoup de variabilité et aussi on voit juste un niveau de vulnérabilité plus élevé. L'autre chose, c'est que généralement, la violence en couple et la violence dans les fréquentations amoureuses a une tendance de diminuer au cours de la transition vers l'âge adulte, mais pour certains groupes de personnes minorités sexuelles, surtout les personnes qui ont des relations avec des hommes et les femmes, donc on observe une augmentation au cours de l'adolescence. Donc ça, c'est une figure d'un article que j'avais écrit sur une population universitaire. Lorsqu'on veut comprendre pourquoi on observe plus de violence, il y a beaucoup d'études qui nous indiquent qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui vont un peu expliquer cette association entre avoir des identités minorités sexuelles et la violence en couple. Les grands facteurs de risque vont être vivre la discrimination. Donc, plus on vit la discrimination en général, plus on est probable de rapporter la violence en fréquentation. Plus de rejet par les pairs et la victimisation va aussi être un facteur important explicatif. Plus les relations avec les parents sont mauvaises, plus on est probable de vivre la violence en fréquentation. Plus il y a l'itinérance et l'insécurité de logement, le plus on est probable de vivre la violence. Et le plus élevé qu'il y a le niveau de homophobie intériorisée, le plus probable c'est qu'on va vivre cette violence. Donc, lorsqu'on veut parler à propos de la violence vécue en fréquentation chez cette population, on peut vraiment voir que ce qui revient encore et encore, c'est vivre les discriminations dans les autres contextes va avoir des conséquences assez spécifiques pour les relations amoureuses. Ce n'est pas quelque chose à propos de il y a les différences au niveau des autres habilités. C'est vraiment vivre ces types de risques va avoir des conséquences plus larges. Comme j'avais dit, il y a beaucoup moins de recherches qui étaient consacrées à les populations transgenres en lien avec la violence en couple. Mais une des choses qui est toujours importante de garder en tête, c'est que même comparé à les jeunes minorités sexuelles cisgenres, lorsqu'on parle à propos des jeunes minorités de genre, il vit encore plus de facteurs de risque environnemental et écologique que les jeunes minorités sexuelles cisgenres. Donc, ils vivent plus de victimisation par les pairs, plus de rejet et plus d'itinérance. On sait aussi que les jeunes minorités de genre sont beaucoup moins probables d'avoir des relations amoureuses pendant l'adolescence. Donc, lorsqu'on vient à la transition vers l'âge adulte, où les gens commencent à avoir des relations plus sérieuses, ils ont moins de pratiques avec ces types de relations. Et lorsqu'on voit le risque pour la violence en couple et les violences chez les fréquentations pour ces populations, on voit les taux assez élevés. Donc, comparé à les femmes cisgenres, les femmes transgenres sont 5 fois plus susceptibles de vivre la violence en partenaire. Les hommes transgenres étaient 2 fois plus susceptibles et les individus non-binaires étaient 3 fois. Donc,
on peut voir que ça, c'est une population qui est très vulnérable. Lorsqu'on regarde les adolescents, c'est un peu la même chose. Donc, ça, c'est les données avec les adultes. Puis, avec les adolescents, on voit cette vulnérabilité. Il n'y a pas de données spécifiquement sur la transition vers l'âge adulte, mais ce serait bizarre si on voit cette vulnérabilité à l'adolescence et à l'âge adulte, mais pas pendant cette transition. Donc, point pour retenir, lorsqu'on parle à propos des jeunes adultes minorités sexuelles et minorités de genre, il y a assez d'évidence qu'ils vivent plus de violences en couple que les populations cisgenres et les populations hétérosexuelles. Mais le niveau de risque varie selon les différents aspects d'identité. Et nous pouvons discuter plus tard peut-être pourquoi on anticipe que ça va être le cas. Et lorsqu'on veut savoir qu'est-ce qui va expliquer ces taux élevés, c'est beaucoup lié à ces contextes environnementaux qu'on a discuté plus tôt. Donc, une des grandes questions, c'est que lorsqu'on a une population qui vit plus de violence en fréquentation, comment est-ce qu'il cherche l'aide lorsqu'il veut adresser ces problèmes et quels sont les obstacles lorsqu'on parle à propos de chercher l'aide? Et donc, une étude qui a été faite à propos de les types d'aide qui étaient voulus par les jeunes minorités sexuelles et les minorités de genre qui ont vécu des violences dans leur fréquentation. Une des choses qui a été notée, c'est que la majorité n'a pas cherché de l'aide pour adresser ces problèmes. Donc, je pense que le cherche à soutien, c'est un peu normal pour tous les jeunes adultes pour ce problème, mais c'est assez prononcé chez les minorités sexuelles et les minorités de genre. De ceux qui ont voulu l'aide, à peu près 2% voulaient l'aide avec le logement, 18% ont demandé un plaidoyer, 22% ont demandé à des soins médicaux et environ 38% ont demandé pour un soutien de santé mentale. Comme on observe dans les populations générales, la majorité des jeunes ont voulu les services informels avant les services formels. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus qu'en faire avec l'idée des services, du soutien des personnes qui connaissaient déjà. Nous pouvons aussi parler à propos de quel type d'obstacles est-ce qu'on peut discuter. En commençant, nous pouvons parler à propos des obstacles à le soutien informel. Et c'est important de garder en tête ces types d'obstacles parce qu'évidemment, l'aide informelle, c'était le type d'aide que la majorité des jeunes rapportaient. Ces types d'obstacles peuvent inclure l'homophobie et la transphobie intériorisée. On sait que les jeunes minorités sexuelles et les minorités de genre ont des réseaux sociaux plus petits que les hétérosexuels et les personnes cisgenres. Donc, lorsqu'ils veulent trouver du soutien, il y a peut-être moins de personnes dans leur réseau. Il y a fréquemment une plus grande dépendance à l'égard de l'agresseur. Donc, si vous avez des relations plus mauvaises avec votre famille d'origine, si vous avez moins d'amis, lorsque vous êtes dans une situation d'agresseur, vous êtes potentiellement plus dépendante de cette personne parce que vous n'avez pas peut-être le même réseau familial qu'une personne qui ne vit pas la discrimination. Il y a aussi beaucoup de crainte de renforcer les stéréotypes négatifs à propos des minorités sexuelles et les minorités de genre, et spécifiquement les relations romantiques à propos des minorités sexuelles et des minorités de genre. Anciennement, je vois ça beaucoup moins de ces jours-ci, mais anciennement, il y avait une idée que les minorités de genre et les minorités sexuelles vivaient beaucoup de conflits dans leurs relations amoureuses, et les gens sont sensibles, ils ne veulent pas renforcer une perspective négative de leur communauté. Aussi, une des choses qu'on observe, c'est que comme dans les communautés hétérosexuelles, dans les communautés minorités sexuelles, il y a les recherches qui indiquent que les personnes issues des minorités sexuelles voient la violence en couple comme moins sérieuse lorsque ça implique deux femmes ou deux hommes comparé à une femme et un homme. Donc, même dans la communauté minorité sexuelle, nous avons tendance de voir ce type de violence comme être moins sérieuse. Et aussi, beaucoup de gens minorités sexuelles et minorités de genre, vivent dans les communautés très proches.
est très souteneuse. Et il y a beaucoup d'avantages de ce type qui donne beaucoup de soutien. Il y a beaucoup d'avantages de ce type de communauté au niveau de créer une famille et des relations sociales. Mais si la personne et son agresseur vivent dans cette même communauté proche, évidemment, trouver d'aide sans trop endommager la réputation de leur partenaire devient très difficile. On peut aussi parler à propos des obstacles plus formels. Beaucoup de recherches suggèrent que les gens minorités sexuelles et minorités de genre font face à des ressources qui sont mal adaptées à leur communauté. Il y a encore, même que dans la communauté minorité sexuelle, on observe chez les personnes, les fournisseurs des services, des attitudes moins négatives pour la violence en fréquentation lorsqu'il y a un homme et une femme, lorsque c'est deux hommes ou deux femmes comparé à un homme ou une femme. Et spécifiquement, lorsqu'on parle à propos de l'hébergement, c'est très rare que les hébergements pour les personnes qui fuient les situations de violence en couple sont bien gérés pour les personnes avec les identités de genre ou transgenre ou non-binaires. Donc, ça c'est un peu ce qu'on peut discuter à propos des obstacles. Je vais parler très brièvement à propos des recommandations pour la pratique. Une des choses que je veux, même si on a juste parlé à propos de beaucoup des éléments négatifs des relations amoureuses pour les jeunes minorités sexuelles et minorités de genre qui font la transition vers l'âge adulte, c'est toujours important de garder en tête que ces relations sont fréquemment très positives, sont très aidantes avec le développement de l'identité et peuvent être un important contexte pour résilience pour ces jeunes. Par contre, c'est important de reconnaître que la vulnérabilité pour les violences dans les fréquentations chez les jeunes adultes minorités sexuelles et de genre. Donc, c'est important de garder en tête qu'on ne doit pas avoir... On peut être beaucoup influencé par les idées traditionnelles et sexistes à propos de qui est victime et qui est agresseur dans une situation de violence en fréquentation. Et c'est important de garder en tête que les jeunes minorités sexuelles sont plus probables d'être vulnérables. C'est aussi important de garder en tête que les facteurs qui rendent ces jeunes plus vulnérables, c'est vraiment les contextes environnementaux. Donc, lorsqu'on parle à propos de pourquoi on observe cette violence, c'est vraiment parce que dans leur contexte écologique, ils ont eu peut-être moins d'opportunités pour développer les habiletés qu'ils ont besoin d'adresser et de créer des bonnes relations. Lorsqu'on parle avec les jeunes plus directement, c'est important de laisser les jeunes être capables de définir leur propre identité sexuelle ou de genre. Ça devient de plus en plus important lorsque les identités des jeunes deviennent de plus en plus complexes. C'est important d'essayer d'éviter le langage sexuel quand vous discutez la violence dans les fréquentations. Lorsqu'on travaille avec des jeunes adultes, c'est important d'essayer d'éviter les suppositions quant au type de relation qu'ils entretiennent. C'est très difficile comme les jeunes vont toujours exploser votre stéréotype à propos de ce qui leur intéresse et avec qui ils sont en relation avec. Donc, c'est toujours Et une des choses que je trouve, c'est que les jeunes aiment... Ce qu'ils aiment le plus au monde, c'est de me corriger. Donc, ça leur apporte un peu de joie des fois de vous corriger. Et donc, gardez une tête ouverte à ça. Ça peut être utile d'utiliser les symboles visibles, par exemple les drapeaux de fierté, pour indiquer aux jeunes adultes qu'il s'agit d'un espace inclusif pour les personnes qui appartiennent à une minorité sexuelle ou de genre. Et c'est aussi important d'être ouverte au niveau de l'expertise associée avec les minorités sexuelles et de genre. Lorsqu'on parle à propos de la programmation, c'est toujours une bonne idée d'élaborer les matériels, des programmes qui sont spécifiquement destinés pour les minorités sexuelles et les minorités de genre. Donc, de plus en plus, c'est important, lorsqu'on parle à propos de la violence en couple, d'éviter la langue sexuelle, de prendre en compte les besoins des jeunes adultes qui appartiennent en matière des services relatifs. Donc, ça peut inclure des choses comme avoir des programmations et les entraînements plus spécifiquement pour les fournisseurs de services
ainsi de penser à propos des personnes avec une diversité d'identité de genre lorsqu'on parle à propos des services d'hébergement en lien avec la violence en couple. Donc, juste pour faire une conclusion, comme vous savez très bien, les relations amoureuses sont fréquemment une expérience très importante pour les personnes qui font les transitions vers l'âge adulte. Ces relations sont des contextes très importants de risque et résilience, spécifiquement pour les jeunes qui appartiennent à les minorités sexuelles et les minorités de genre. On sait que par contre, lorsque ces jeunes ont besoin de soutien, tout le monde expérience des obstacles pour chercher des services en lien avec la violence en couple, mais ces obstacles peuvent être encore plus spécifiques pour les jeunes minorités sexuelles et les minorités de genre. Et améliorer la programmation et faire une programmation plus inclusive est une première étape pour leur aider lorsqu'ils ont des difficultés dans ces types de contextes. Donc, merci beaucoup.